Numa Sadoul pour un livre d'entretien avec Jean Giraud. Pour mémoire, Numa Sadoul est un écrivain, metteur en scène et spécialiste de bande dessinée française. Il a publié nombre d'entretiens avec des auteurs de bande dessinée. Je me permettrai de vous signaler, de vous recommander un livre d'entretien qui vient d'être réédité. C'est Et Franquin créa la gaffe, qui est également un monument d'entretien et très très intéressant. Mais revenons à nos trois moutons, Giraud, Gire et Moebius. En préparant cette émission, je me suis demandé si ce n'était pas un peu présomptueux de notre part de vouloir présenter ce monstre sacré du 9e art. Après avoir eu quelques doutes, j'ai regardé qui serait avec moi comme chroniqueur. Il y aura Anne-Marie. Bonjour à tous. Qui va nous parler de Métal Hurlant et d'Arzac. Pas trop de texte à lire pour Arzac, Anne-Marie ? Ça va, je m'en suis sortie. Très bien. Françoise m'a pris de court. Elle a choisi la seule bande dessinée que je ne connaissais pas de Moebius. Il s'agit d'Icar, un manga dont le dessinateur est Hiro Taniguchi. Non, ce n'est pas une marque de whisky. Ce n'est pas une marque de whisky japonais. Je ne suis pas un grand amateur de manga, mais j'ai compris qu'il faisait partie du groupe des plus grands mangaka. Je crois, oui. David, grand amateur de comics, nous parlera de la collaboration entre Moebius et Stan Lee. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Olivier ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais il nous a laissé sa contribution. Et il va nous parler de Blueberry. Charles, outre ses connaissances encyclopédiques sur la bande dessinée, bonjour, est un fin connaisseur du cinéma. Il nous parlera donc des participations de Moebius à différents films. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Noémie, qui est stagiaire chez David, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. Merci de m'accueillir. Tu fais un master de com. Tu peux intervenir quand tu veux, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Moi-même, donc tous ces chroniqueurs vont faire chacun leur rubrique. Moi-même, je vous parlerai du reste. Enfin, une partie du reste. Il est en effet impossible de parler de tout. De grands pans de Moebius ne seront pas évoqués. Nous ferons sans doute une autre émission plus tard, voire plusieurs autres émissions. Chaque chroniqueur a choisi librement le thème de sa rubrique, ce qui fait que vous serez peut-être surpris de ne pas voir certaines œuvres de Moebius qui sont majeures, mais on a bâti l'émission comme ça, c'est notre choix. Sans doute contestable, mais on assume. Alors revenons à la question initiale, présomptueux, peut-être, mais avec une telle équipe de chroniqueurs, je crois qu'on a tout pour réussir. Et pour terminer cette émission, nous aurons quand même une séquence hors Moebius. Anne-Marie et Olivier sont allés à la rencontre de Charlotte Bénard, qui nous parlera d'une bande dessinée qui s'appelle Le Cœur des femmes. Le Cœur des femmes, oui, une adaptation du roman connu. Et donc, elle fait toutes des activités autour de cette BD dans le cadre des journées des droits des femmes. Très bien. Alors, place à Jean Giraud, Gire, Moebius, nos trois mousquetaires. L'enfance de Jean Giraud, il est né le 2 mai 1938 à Nogent-sur-Seine. Il est issu d'un milieu modeste, il passe son enfance à Fontenoy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne. Il vit alors chez ses grands-parents, ses parents étant séparés lorsqu'il avait 3 ans. Il commence à dessiner à l'âge de 12 ans, essentiellement des cow-boys et des Indiens, déjà. À 14 ans, son père lui montre un numéro de fiction, revue que Jean Giraud continuera d'acheter régulièrement avec Galaxy. Pour mémoire, Fiction et Galaxy étaient les deux grandes revues de science-fiction de cette époque. Début. À l'âge de 15 ans, il vend sa première histoire au dessinateur Marie-Jacques. Si, vous connaissez Marie-Jacques. Charles nous en a déjà parlé. Sa première histoire paraît donc dans Far West, une collection lancée par Marie-Jacques en 1945, en attendant l'autorisation de reparaître pour l'hebdomadaire Cocardi. À l'âge de 16 ans, il commence une formation technique à l'École supérieure des arts appliqués à Paris, où il y reste 2 ans. À l'âge de 18 ans, il publie ses premières illustrations en travaillant pour la publicité, la mode ou la décoration. Il créera la même année sa première bande dessinée, Franck et je sais plus quoi, ça fait rien, est publié dans le manuel Far West. À partir de cette même année, il se consacre entièrement à la BD et collabore comme dessinateur à des revues telles que Fripounet et Marinette, Cœur Vaillant et City Bull. Ensuite, il effectue un séjour de 6 mois chez sa mère au Mexique.
En 1962, il devient l'adjoint de... Alors, comment on prononce? JG, allez. Qu'il a rencontré au service militaire. Jean Giraud se charge de l'ancrage d'un épisode de Jerry Spring, La route de Coronado, une série publiée dans Spirou. Il travaille également avec Jean-Claude Bézières sur la collection L'histoire des civilisations en 1961 chez Hachette. Ensuite, donc, nous allons passer à Pilote et Bubery. Olivier ne pouvant être parmi nous aujourd'hui, il paraît qu'il travaille, le bourg. Quelle drôle d'idée. J'ai donc pris mon micro et j'ai été interrogé sur la participation de Giroud à Pilote et sur la création du mythique Bubery. Je me tourne vers Olivier. Alors Olivier, il paraît que quand tu étais jeune, tu avais un costume de cow-boy. Ouais, mais je suis toujours jeune. Tu es toujours jeune et donc tu vas nous parler d'un certain Blueberry. Eh oui, bande de rascals. Alors, laissez-moi vous présenter Blueberry, un dur à cuire de l'Ouest comme on les aime. Alors, attention, ce qui va suivre, ça va être très précis. Alors, c'est en 1963, dans le journal Pilote, dans le numéro 210 du 31 octobre, je laisserai Charles préciser l'horaire, que débute la Fort Navarro, avec au scénario Jean-Michel Charlier et au dessin Jean Giraud. Alors, c'est à la 6e case, précisément, de ce numéro qu'apparaît pour la première fois Michel Stéphane Myrtille, ou plus connu sous sa version anglaise, Mike Steve Blueberry. Alors, il est solitaire, bagarreur, il a la gâchette facile et précise, il est sûr de lui, arrogant, taciturne, il a la tignasse épaisse, noire, le visage buriné, il a le nez cassé d'un boxeur et les traits épais. D'ailleurs, on dit que Jean Giraud s'est inspiré de Belmondo pour dessiner ce Blueberry. Alors, c'est en partie vrai, mais au fur et à mesure des albums, il a eu des inspirations un peu diverses, comme Charles Bronson, comme Jack Palance, etc. Bref, Blueberry, c'est le cow-boy dans toute sa splendeur. Donc, Blueberry, c'est une série sur le western et sur le Far West. Mais ça raconte quoi exactement? Oh, 1000 millions de mille putois. Alors, les aventures de Blueberry se déroulent après la guerre de sécession, à la fin des années 1860, début des années 1870. Donc, alors, c'est un lieutenant de l'armée américaine qui n'a pas vraiment d'accroche pour la discipline et la rigueur militaire. Il vit des aventures vraiment incroyables. Bon, lui, ce qu'il veut, en gros, c'est être peinard et vivre sa vie sans qu'on vienne lui chercher des embrouilles. Mais, un peu comme les mouches avec le miel, il attire les situations dangereuses dans lesquelles il va risquer sa vie pour établir la justice et la paix. Alors, Blueberry, c'est un succès colossal, mais qu'est-ce qui a fait que cette série soit devenue une référence dans l'univers de la bande dessinée? Alors, tout d'abord, Blueberry n'existerait pas sans la rencontre entre Jean-Michel Charlier et Jean Giraud. Alors, quelques mots sur Jean-Michel Charlier. Il est né le 30 octobre 1924, mort le 10 juillet 1989. À quelle heure? Ça aussi, je laisserai Charles préciser. Et il a fait ses débuts chez Spirou, où il a créé, entre autres, Buck Danny en 47. Alors, surtout, il est le cofondateur avec René Goscinny et Albert Uderzo de la revue Pilote en 1959, dont vous parlerez tout à l'heure, je crois. Alors, on raconte aussi qu'en 62, lors d'un voyage en Amérique, en voyant les paysages du Sud et en rencontrant les Indiens Pueblos, il a l'idée de créer une série western. Alors là, il demande à Joseph Gillin, le dessinateur de Jerry Spring à l'époque, qui est un des tauliers de la bande dessinée franco-belge, de l'accompagner sur cette écriture. Mais, J.G., qui avait déjà beaucoup de boulot, lui propose son assistant, un certain Jean Giraud. Alors Jean Giraud, lui, qui est au commencement de sa carrière, je rappelle qu'il est devenu professionnel en 56 à ses 18 ans, et à ses débuts, il faisait pas mal d'histoires de western, de Far West. Alors on peut citer par exemple des histoires comme Franck et Jérémie, dont vous avez parlé tout à l'heure, publiées par Marie-Jacques, ou Le Roi des Bisons dans Cœur Vaillant 58. Et puis il y a plusieurs histoires dans les Bonux Boy et les Total Journal. Alors Bonux Boy et Total Journal, c'est des magazines gratuits qu'on trouvait dans les paquets Bonux et dans les stations Total. Le succès ne viendrait-il pas également du scénario? Parce que je crois savoir que Jean-Michel Charlier, il faisait des scénarios qui n'étaient pas si mal que ça. Tout à l'heure, Jean-Michel Charlier maîtrise l'art de raconter les histoires à la perfection. Il en connaît tous les rouages. Et dans un entretien, d'ailleurs, il raconte, on dit de moi que ce ne sont pas des ficelles que je tire, mais des câbles. Ça c'est vrai. Les scénarios de Charlier, c'est comme une mécanique bien huilée. Mais Charlier disait aussi, on peut ramener toutes les situations à 15 ou 20 principes de base. Ce qui fait passer la trame, c'est la sauce qu'on met autour. Et si le succès de Blueberry a duré aussi longtemps, c'est que la sauce, elle était bonne. Ah, dans la cuisine, la sauce, c'est important. Et dans la bande dessinée, la sauce, c'est important. Ah oui. Il y a aussi la maîtrise du dessin par Jean Giraud.
forcément, dans un western, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des grands décors. Et dans Blueberry, Giraud, il a dessiné des paysages absolument magnifiques. Des plaines désertiques, des rocheuses ensoleillées, des montagnes enneigées, des rivières, des petits ruisseaux. Il a sublimé cet élément de l'histoire en lui donnant des textures et des substances exceptionnelles. Puis dans un western aussi, Jean-Jacques, il faut des gueules, quoi, un peu comme nous dans l'émission, quoi. Tout à fait. Alors dans Blueberry, on peut dire qu'il y en a des sacrés. Alors, il y a la belle gueule de l'ange de Chihuahua Pearl, qu'est-ce qu'elle est jolie, jusqu'au visage émacié, brûlé d'Angel Face, en passant bien sûr par la bouille biberonnée au whisky de Jim McClure et la dureté des traits de Geronimo. Jean-Jacques, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Blueberry. Ah oui, mais malheureusement, le temps nous est compté. Eh oui, c'est toujours le même problème. Mais moi, en ayant relu la série complète, je peux vous dire que les histoires de ce cow-boy n'ont absolument pas vieilli. Le plaisir de la lecture est intact, les ficelles scénaristiques de Charlier et la puissance des images de Giraud fonctionnent toujours aussi bien. Et puis un petit conseil, je pense que tout le monde sera d'accord, si vous voulez découvrir un peu ce personnage sans vous engager dans la série complète, je vous propose d'aller vous procurer La mine de l'Allemand perdu et Le Spectre au Bal d'Or. On les trouve encore assez facilement d'occasion, et là vous comprendrez tout le génie de Charlier et de Giraud. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est les deux meilleurs Blueberry. Donc on va les acheter neufs en occasion, et si on n'a pas de sous, on va les voler parce qu'il faut les lire absolument. Donnez pas de mauvais conseils quand même, Jean-Jacques. Le son des bulles sur RCN. En 1963, un nouveau pseudonyme apparaît dans le numéro 28 d'Harakiri du professeur Choron. Merci Charles. Et ce pseudonyme, c'est Moebius. Le début de la carrière de Jean Giraud est enraciné dans le western américain. Il est marqué par la série Blueberry qu'il conçoit en tant que Gire avec le scénariste Jean-Michel Charlier et pour laquelle il dessine pendant 40 ans. Pour Blueberry, dont le premier épisode paraît en 1963, Gire travaille dans un cadre réaliste et rigoureux qui ne lui permet pas toutes les fantaisies auxquelles il aspire. Moebius est un tout autre jeu. Pour son second pseudonyme, Jean Giraud s'est inspiré du ruban de Moebius, une forme géométrique tridimensionnelle évoquant l'infini. Moebius est le dessinateur qui brise les cadres et qui ne se limite pas au réalisme. La liberté créatrice le conduit vers la science-fiction et les profondeurs de l'existence humaine. Il justifie son approche en considérant deux mondes distincts, celui de l'enfant et celui des adultes, et nous appartenons également aux deux, passant de l'un à l'autre, pratiquement sans nous en rendre compte. C'est mon explication de la double face Gire-Moebius. Entre Gire et Moebius, il n'y a donc pas seulement un changement de genre, mais également de langage et de style. Le dessin de Moebius n'arrête pas d'évoluer et varie avec l'esprit de l'auteur. Bien que son trait reste contrôlé, son travail est improvisé. Contrairement à Gire qui privilégie le pinceau, Moebius préfère la plume et ose la coloration directe. Par exemple, dans L'homme est-il bon, le dessinateur n'utilise pas le bleu et colorise directement à l'aquarelle. Pour Moebius, il ne peut y avoir de faute dans son dessin car il se fixe lui-même les règles. À contrario du Blueberry où l'auteur doit respecter une certaine homogénéité des couleurs et de cadrage. Mais Gire et Moebius arrivent parfois à se rencontrer. Le désert incarne un de ces carrefours. On retrouve cet environnement mythique à la fois dans Blueberry, le western et sur d'autres planètes que dépeint Moebius dans ses récits de science-fiction. L'auteur dans l'exploration des environnements arides une portée symbolique. Je sais par ailleurs que le désert est le lieu rituel de la méditation biblique. Je pense que le but du méditant est de tenter de réduire la réalité ordinaire dans laquelle nous baignons tous et un désert virtuel d'où pourra jaillir la vision. Pour lui, le désert représente la liberté de l'imagination. Donc Jean Giraud avait deux personnalités, la personnalité du Gire et la personnalité de Moebius. Alors, je vais me tourner vers ces dames. Est-ce qu'on peut avoir deux personnalités vraiment différentes ? Oui. Ah ben voilà. Plus si affinité. N'ayez pas surprise, c'était une question simple. Surtout en création. Surtout en création. Surtout en création, oui. Ça permet justement de s'évader, de se libérer de ce qu'on a et d'échapper et de partir. Sur d'autres planètes, comme il a fait. Dans un autre monde ou dans une autre vie. Très bien. Alors maintenant, je vais me tourner vers
vers les dessineux, là. Est-ce qu'on peut avoir deux styles de dessin aussi différents que l'avaient Jean Giraud et Moebius, ou est-ce que c'est extraordinaire? Charles, tu veux attaquer, on va dire? Tu vas quand même retrouver des principes de base similaires dans la construction. Enfin, c'est pas, il y a dans le cadrage. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais si tu veux, dans l'approche qu'il y a eu du dessin, on est souvent en plongée contre plongée que ce soit chez Gir ou à Blueberry, tu vas retrouver toujours ce type de cadrage, c'est-à-dire qu'il utilise l'espace. C'est par exemple, il y a des dessins qui marquent forcément, je pense, Arzac, tu sais, cette espèce d'oiseau qui s'envole avec... ça paraît simple, mais il y a un art du cadrage qui est avec un impact fort tout de suite. Il y a, par exemple, dans Blueberry, je crois qu'une des premières cases, il y a une diligence tirée par 6 ou 8 chevaux, je sais pas, qui arrive, et tu vois que tu sens que ça dérape, que ça glisse. Mais bon, il y a comment je dirais, il y a une magie du cadrage de l'action que tu vas retrouver c'est au-delà du dessin. Mais c'est-à-dire que tu regardes Blueberry, t'entends le galop des chevaux, tu sens que ça dérape, tu sens que c'est pas lisse, quoi. Et c'est pareil dans l'Incal ou dans le... Il y a quelque chose au-delà du crayonné qui fait que, autrement, il suffirait que tu décalques des Tintins puis des Black et Mortimer et tu pourrais vendre des bandes dessinées. Il y a, si tu veux, il y a une part de magie dans la création que peuvent produire certains dessinateurs. Voilà. C'est un regard. David, en fait. Moi, je vais aller sur un autre levier. Du coup, je vais parler plutôt du temps qui passe pour un dessinateur. En fait, entre le Moebius qui a 16 ans et le Moebius qui en a 50 ou 60, il y a nécessairement toute une phase au début d'influence forte auprès de certains dessinateurs, Al Foster, parce que tu te construis en tant que dessinateur. Toi, tu es une espèce d'éponge qui absorbe des trucs. À un moment donné, tu t'en libères et tu apprends les codes de la BD. Giraud, Moebius, il est quand même, il a appris des trucs tout seul, sachant que l'anatomie, il disait lui-même que c'était pas une flèche. Bon, après, je veux bien le croire, mais ceci dit, c'est un cadre, le mec. Mais il le dit, c'était pas des choses qu'il accaparait tant que ça. Mais entre un Blueberry du début, je pense, et puis un Blueberry de la fin, il y a une évolution. Donc, un dessinateur, il est en permanence en train de... C'est une espèce de métamorphe, le truc. C'est un truc qui évolue, qui prend des inspirations, il y a une assurance dans le trait. Il dessine un Blueberry en dédicace beaucoup plus facilement, certainement qu'à ses débuts quand il cherchait les personnages, etc. Donc c'est à chaque fois des défis. Alors, lui, il avait cette particularité de se mettre souvent des défis. Alors je parlerai quand je parlerai du Silver Surfer. Il avait cette capacité à dire je me mets en danger souvent. Ça te met un petit peu le danger te maintient dans un espèce d'état comme ça en permanence de rendre des choses intéressante, comme dit Charles, dans la réalité, ancrée dans quelque chose d'un peu grinceux, d'un peu... Voilà. Donc, moi, j'avais tendance à penser qu'il était passé... pas du jour au lendemain, mais presque de Jean Giraud à Moebius. Toi, t'as l'air de dire que ça s'est fait sur le temps, quoi. Ouais, je pense. Ouais, après, il y a l'image qui vend, et puis c'est sûr que... Voilà. Tu sais, mais quelquefois, on voit des drôles de trucs. Au festival de BD de Villers, j'ai vu un dessinateur qui, au début de ses dédicaces, buvait du whisky et trempait son pinceau dans l'encre, et à la fin, il trempait son pinceau dans le whisky et buvait l'encre. Donc tu vois, c'est... Tu parles de qui, là? Il n'osera jamais nous dire qui c'était. On en connaît. Bon. Oui, on en connaît. Tu vois, ça fait aussi ça. Oui. Je peux même te dire la marque du whisky. Le temps fait beaucoup de choses, oui. Le temps fait beaucoup de choses. Bien, toujours est-il que moi, c'est un sujet qui me passionne et que je vais continuer à travailler parce que je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres dessinateurs de bande dessinée qui ont été aussi loin dans des personnalités différentes? J'en vois pas des 100 et des 1000. Si, regarde voir Uderzo, quand au début de Pilote, il dessinait Tanguy et la Verdure et il dessinait Astérix. C'est une bande comique et une bande réaliste. Oui. C'était bon. Je pensais, moi, tout simplement à Franquin, qui était quand même passé de Gaston Lagaffe à Idée Noire.
On est quand même dans des registres complètement différents. La plume, c'est pas le plus important, c'était plus les histoires. Donc, moi, quand tu as posé la question, c'est ce qui m'était venu. Disons, les personnages restent chez Franquin. Il y a quand même un caractère, même dans L'Idée Noire et dans Gaston, il y a quand même une espèce de parenté proche. Tu veux pas passer d'un registre à un autre, mettons un truc très réaliste ou d'un truc de la BD de western à de la science-fiction pure et dure qui va inspirer Blade Runner sur certaines planches. Toi, ça, avec de la construction, des architectures, des perspectives folles, avec du désert. À l'inverse, c'est complètement plat avec des trucs. Donc, c'est quand même le grand écart. Là. Voilà, c'est un delta qui est fort. Donc, du coup, il faut être capable d'avoir. Mais c'est certainement peut-être c'est sa période où il était au Mexique, où il a eu cette. Oui, il aimait bien les champignons, il paraît. Et puis il explique aussi que là, il s'était un peu libéré de tout. Et c'est ce que j'expliquais dans Arzac. C'est un peu de l'écriture automatique. Donc là, ça sort un peu des cadres habituels. Quoi. C'est ce qu'on pouvait dire aussi, c'est qu'il voulait peut-être aussi faire le pont entre ce qui est un artiste contemporain et puis un artiste de bande dessinée. Il ne voyait pas trop la distinction qu'on pouvait faire entre... Il disait, je suis capable de... Un artiste, c'est quelqu'un de global. Oui. Et la BD n'est pas un truc inférieur à l'art contemporain, c'est de l'art. Il s'inscrit... Et lui, il avait du mal à dire, je ne fais pas partie des deux mondes. En fait. Il a mis beaucoup de temps à se définir. Merci. Bon, là arrive le moment où je commence à fatiguer. Donc, quand je commence à fatiguer, on fait une petite pause. Un peu de musique. Un peu de musique. Alors, un grand artiste, François Hadji Lazaro, vient de nous quitter. Il était musicien, producteur, acteur. Il était une figure marquante du rock alternatif français. Il se produisait parfois en solo. Il est surtout connu comme leader des groupes Pigalle et les Garçons Bouchers. Ses concerts étaient un vrai ravissement à mes yeux. En effet, il était capable de jouer d'une trentaine d'instruments différents. À ce concert, il changeait d'instrument à chaque chanson. C'était un vrai spectacle. Passant de la viole à la cornemuse, l'oud, l'ukulélé et bien d'autres instruments. Salut gros François. Le son des bulles sur RCN. Anne-Marie ? Oui. Tu as choisi de nous parler des années Métal Hurlant et d'une bande dessinée mythique, Arzac. Ah oui. Alors, en fait, au départ, je vais faire un petit rappel. Un petit rappel, c'est dans les années 70, 74, un peu plus précisément. Möbius, Giraud dessinait dans Pilote, et puis ça commençait à le lasser un petit peu. Donc, avec ses potes Dionnet, Druyet et Farkas, qui a apporté quelques sous, ils ont créé les humanoïdes associés. Et les humanoïdes associés ont sorti le fameux Métal Hurlant, revue incroyable, révolutionnaire. Et dans Métal Hurlant, Möbius, il a écrit Arzac. Alors Arzac, mes amis, savez-vous comment ça s'écrit ? Non, parce que ça s'écrit de plusieurs façons différentes. Voilà. On a un peu tout. On a un peu toutes les orthographes qu'on veut. Voilà. Alors Arzac, c'est un truc un peu bizarre. Moi, au début, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai rien compris. C'était des beaux, très très beaux dessins. Alors, un Gugus sur une bestiole. Donc, en fait, c'est une sorte de guerrier Alors après, j'ai appris que c'était un ptéroïde. Qui se trimballait sur un grand désert comme ça, et puis il y avait quelques pages, et puis hop, ça s'arrêtait là. Bon, voilà, donc sur les 4 premiers numéro de Métal Hurlant. Et puis, sur le 4e numéro, il y a Möbius qui explique un petit peu ce que c'est qu'une BD, selon lui, quoi. Allez, allons-y. C'est facile de faire une BD qui dit, parce que il y a la chute, il y a l'exploit, il y a le message, tout ça, c'est très codé et tout. Et lui, en fait, non. Il a décidé de faire autre chose. Alors, autre chose, il nous dit, par exemple, je vais vous le dire carrément, c'est il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison, avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres, une cheminée pour la fumer. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champ de blé ou de flamme d'allumettes soufrées.
Bah voilà. Alors avec ça, maintenant, allez comprendre ce que c'est Arzac. C'est clair, c'est clair. Alors voilà. C'est peut-être le Larzac finalement. C'est peut-être ça. Donc voilà, dans les années 75-76, il écrit ça. Et puis après, Arzac fait sa petite vie. Alors après, il y a une BD qui sort en 2009 aux Humanoïdes Associés. Il l'appelle Arzac l'Arpenteur. Mais là, il n'y a toujours pas de bulle, au fait, Charles. Il y a la séquentialité des images. Voilà. Il retombe toujours sur ses pattes. Toujours. Donc voilà, il y a eu 35 planches d'histoires courtes. Un peu style nouvelle, de 75 à 76. Et Möbius explique quand même que c'est une sorte d'écriture automatique, enfin dessin automatique, où il dit que c'est ce qui montre le plus sa personnalité, ce qui vient du plus profond de lui-même. Donc il n'a pas réfléchi, il n'a pas fait de scénario, il a pondu ça comme ça, là, et puis ça a fait un truc magnifique, parce que les dessins sont superbes quand même. Voilà. Alors après, dans la petite vie d'Arzac, il y a eu une série télé, donc je crois que tu nous en parleras, Charles. Alors là, j'ai appris 2-3 trucs, que c'était Arzac, c'était un homme, un monde, un système, un univers. Voilà, c'est tout ça. En 94, aux USA, on retrouve un petit peu d'Arzac dans Inside Möbius. Il y a aussi une BD qui est sortie qui s'appelle Garage hermétique. Voilà, donc c'est un truc un peu bizarre, Arzac, qui a été pondu comme ça, puis après qui a été un peu exploité sous différentes formes. Mais bon, je vous invite à chercher, par exemple, la série télé, elle se retrouve sur Internet facilement en vidéo sur YouTube. C'est super, c'est magnifique. Voilà. Le bonhomme a une espèce de petit chapeau bizarre. Et puis bon, on essaye de comprendre quand même les aventures, mais moi j'ai eu du mal. Persiste, tu vas y arriver un jour. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était une bande dessinée novatrice et qui a surprise. Oui. L'histoire, c'est que à Bethany-Hurlant, donc au début, ils avaient un bureau, c'était assez petit, et les dessinateurs, donc Druillet et d'autres, travaillaient dans ce bureau-là, et Möbius ne venait très peu dans le bureau. Lui, il préférait travailler chez lui. Et quelques jours avant le bouclage du Bethany-Hurlant numéro 1, il est arrivé, il a posé ça sur le... T'en as entendu parler aussi. Il a posé ça sur la table en disant voilà ma bande dessinée, c'est une histoire sans texte, et puis il est reparti, quoi. Et puis les autres, ils sont restés un peu scotchés, voilà, parce que c'était très novateur. Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense que ça a inspiré plein de monde après. Très bien. David, donc tu vas nous parler des comics et de la collaboration donc entre Möbius et puis... C'est ça, alors je vais rester sur la partie comics, ça c'est une partie qui m'intéresse particulièrement. Il semblerait. C'est effectivement la fameuse collaboration. Alors je tiens aussi à remercier Noémie qui est là présente depuis le début et qui m'a réalisé ma chronique. Voilà. Formidable. Et pourquoi tu lui as pas fait lire alors? Non, on va pas la mettre dans l'embarras. C'est ma stagiaire. Alors, en 86, débute une relation professionnelle entre Stan Lee, scénariste, éditeur américain connu pour Marvel, et Möbius, de son vrai nom Jean Giraud, auteur français de bande dessinée. La même année, ce dernier part vivre à Los Angeles, où il réussit à convaincre Marvel Comics de publier ses travaux produits sous son pseudonyme, comme Upon a Star, le premier volume du Monde d'Edena en 87. Lors du tour promotionnel pour les éditions américaines de 88, les deux hommes se rencontrent en vrai pendant une convention. L'idée d'une collaboration naît alors, en partie soufflée par Michael Hobson, vice-président du secteur éditorial de Marvel Comics. Suite à cela, c'est Stan Lee lui-même qui suggère de travailler sur la série Silver Surfer, incarnée à travers les personnages emblématiques éponymes créés en 66 par Jack Kirby dans le numéro des Fantastic Four 48. Dans la préface de l'édition américaine, Jean Giraud déclare aimer particulièrement cet humanoïde à la peau métallique, endossant le rôle de héros pour précéder le mangeur de monde Galactus. Comment ne pas être fasciné et bouleversé par l'histoire tragique de cet ancien astronome du nom de Norinrad qui se sacrifie pour sauver sa planète Zenla, menacée par ce monstre dévoreur. Après avoir trouvé de nombreuses planètes pour étancher la soif, un temps soit peu la soif dévorante de son maître Galactus, le surfeur s'approche de la Terre. Mais il est blessé par la chose, alias Ben Grimm, des 4 Fantastiques. Il se rend compte alors de l'horreur de sa tâche et du génocide commis. Le super-héros décide alors de tenir tête à son bourreau, qu'il exile comme punition face à sa trahison. En acceptant de dessiner l'une des aventures du surfeur d'argent, intitulée Parabole,
Alors, je sais pas si on peut le... Parabole. Moebius voit l'opportunité comme un nouveau défi à relever dans sa carrière. Alors, dit-il, j'ai toujours aimé me retrouver dans de telles situations, prendre des risques créatifs et faire face à l'inconnu. Le jour où vous évitez cela, vous n'avancez plus en tant qu'artiste. Pour mettre en image le scénario de Stanley, il s'inspire du dessin de Philippe Drouillet pour Vuse, publié dans Métal Hurlant. Le résultat est saisissant par sa différence avec les comics habituels de la franchise. En effet, le dessinateur désire élaborer une version plus contemplative, amorçant une réflexion sur la destinée humaine et moins manichéenne et sensationnelle que d'habitude. De plus, les cases sont moins nombreuses et les couleurs pastel sont bien éloignées des standards, ce qui prête aisément à l'ambiance désespérée de l'histoire, dans laquelle les hommes vénèrent Galactus comme un dieu et se retournent contre le surfeur d'argent. Dans Parabole, le scénario n'a rien à voir avec les précédents. Le comics moderne ayant bouleversé les codes de l'intrigue classique, le titre en lui-même fait du super-héros un sauveur qui ne veut pas l'être, doté d'une dimension christique qui ne souhaite pas être affublé d'une quelconque appellation divine. L'idée que Moebius dessine le héros argenté m'a enthousiasmé, surtout que j'avais toujours senti que le style du surfeur se prêtait particulièrement à la poésie et aux réflexions philosophiques, et Moebius à la trempe des poètes et des philosophes. Soulignait Stanley en 88. L'auteur français confirme l'aspect réflexif et philosophique de l'histoire à propos de la politique humaine et du besoin de se rapprocher des divinités pour diriger les choses, au détriment de la liberté personnelle. Pour les personnages, Jean Giraud souhaite approfondir la dichotomie entre les deux protagonistes de l'intrigue en accentuant le côté monumental et puissant de Galactus et la grâce du surfeur d'argent grâce au flottement dans les airs. Il adopte également une approche minimaliste en évitant la profusion de détails. Effectivement, dans la bande dessinée, ce qui est intéressant de voir, c'est que de temps en temps, Galactus, il fait la taille d'immeuble. Enfin, le Silver Surfer, c'est la taille d'un ongle. Et puis de temps en temps, le surfeur, il fait la taille, il est dans la main de Galactus. C'est-à-dire que Moebius, il a joué savamment de ces échelles de taille de Galactus. Et ça, je trouve ça intéressant. En ce qui concerne son accueil, la série a été extrêmement bien reçue aux USA et s'est vendue de façon faramineuse. Les deux seules controverses sont, certains ont commenté négativement la médiocre qualité de l'impression des comics, mais bon, on savait que l'album sortirait en fin d'année, et les comics ont été publiés surtout pour faire plaisir à Jean, qui avait insisté pour avoir ce format. Et un certain nombre de lecteurs détestaient le style de lettrage de Moebius, parce qu'il lettrait lui-même ses BD. Mais à part ça, la réponse a été très positive, rappelle Jean-Marc L'Officier, agent et ami de Jean Giraud. Par la suite, aucune autre collaboration entre ces deux titans de la bande dessinée n'aura lieu, même si quelques posters de personnages de Marvel seront toutefois réalisés par Moebius. Il avait par contre proposé un synopsis pour l'histoire du Punisher, qui n'a pas été retenu, mais ce n'avait pas été très loin. Pour être franc, c'était Jean dessinateur, pas Jean scénariste, qui intéressait les auteurs et éditeurs de Marvel. Voilà. Mais Jean, lui, n'était pas très intéressé par un travail avec d'autres personnes. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que disait notre Jean, notre Jean à la table, par rapport au style dont tu parlais tout à l'heure de Moebius, il avait des sources de référence très peu connues, ce qui fait qu'il avait un dessin qui semble débarquer de nulle part dans les années 70, lorsqu'il fait du Moebius. Même Lou Bléry a du référent connu. Gillin, bien sûr, qui était son mentor, son tuteur de démarrage, de 3 artistes européens, mais également des artistes américains, Al Foster. Il aimait bien aussi John Buscema, il était très connaisseur en fait de l'univers des comics américains, faut le savoir. Et bien, c'est une composante personnelle, un espèce d'instinct. On peut dire la marque de Moebius, un mélange assez imbriqué de délire, de laisser-aller conceptuel, mais à la fois rigueur graphique, un souci de la réalité et de l'anatomie. Alors ça fait Moebius, quoi, on va dire. Ça fait une espèce d'être à part, on va dire. Voilà, donc grosso modo, un petit peu pour le personnage en tant que tel. Moi, j'ai aussi un petit amour par rapport au personnage du Silver Surfer, parce que il a une ambiance, il a une dimension philosophique, ce personnage, qui est assez fabuleuse. Et Stanley lui-même, en fait, en créant ce personnage avec Kirby, au tout début de leur carrière, on a fait un personnage vraiment très, très emblématique de Marvel. Donc, donc je conseille la lecture de Parabole, ainsi que certaines autres lectures plus récentes du personnage Silver Surfer. On s'est éloigné un petit peu de Moebius quelques instants, avec Silver Surfer Requiem, avec Esad Ribic et Jim Straczynski au scénario, qui sont juste magnifiques. Alors là, si on parle de dessin, c'est vraiment superbe. Donc je conseille également. Bon, les classiques, on va dire, de Silver Surfer 66-69 par John Buscema, qui a quand même
un certain talent aussi pour avoir mis en scène le fameux héros et Galactus dans cette. Et puis bon, d'autres qui ont bien sûr collaboré, Kate Pollard, etc. Eh bien, David, voilà. Tu nous donneras les références et on les mettra sur la page Facebook. Voilà. Parce qu'on a une page sur Facebook qui s'appelle Le Son des Boules et qu'on peut aller voir régulièrement. Il y a le petit Gugus là aussi. Ouais, c'est ma collection personnelle, le Silver Surfer. Un grand gamin, notre David, mais c'est très bien comme ça. Françoise. Donc tu m'as scotché, tu as trouvé une œuvre de Moebius que je ne connaissais pas. Alors, je suis aussi scotché d'avoir réussi à scotcher un maître tel que toi. J'avoue que trouver une BD non connue par mes co-animateurs patentés, il faut dire que moi, alors je suis désolée, mais alors moi... Moebius, j'ai jamais pu adhérer. Un jour de grand vent, j'avais acheté l'Incal, il y avait des bandes dessinées d'occasion qui se situaient rue Saint-Julien à Nancy. J'ai acheté ça et ça fait 20 ans que je lis, j'ai jamais pu le lire. C'est pas possible. Je te raconterai la fête. Oui, c'est ça, oui. Mais j'avoue que je rentre pas ni dans les dessins. J'aime la science-fiction, j'aime les dessins, mais là, ça passait pas du tout. Donc, quand il y a eu la thématique de Moebius, j'ai dit, wow, j'ai failli me désister, puis non, quand même. C'est trop dommage, j'ai trop mauvais caractère pour ça, faut le dire. Alors, et puis, en farfouillant, et merci les médiathèques, c'est toujours dans les médiathèques qu'on trouve des perles. Je suis tombée sur un manga. Alors, on avait fait une émission sur les mangas. Moi, quand on lisait pas, je vais devenir abonné. Et je suis tombée sur un manga. En plus, j'adore la mythologie. Un manga qui s'appelle Icare. Donc, le scénario est de Moebius. Peut-être que je supportais mieux Moebius quand il est scénariste que quand il est dessinateur. Je sais pas. Et avec des dessins alors, je vais essayer, de Jiro Taniguchi. Donc voilà, et ça donne une bande dessinée, je me suis plongée dedans. Alors Icare, pour mémoire, c'est celui qui est enfermé dans le dédale avec son père, c'est un labyrinthe, et il a essayé de s'y échapper en se mettant des ailes avec des plumes et de la cire, et quoi que lui ait dit son père, il s'est approché trop du soleil, et il a cramé, et il est tombé, et c'est fini. Voilà, c'est triste comme histoire. C'est triste, oui, mais enfin, c'est toute la mythologie, le thème de la transgression entre les parents et les enfants, la nature et la culture. Et donc ce livre, je l'ai lu comme un manga, je l'ai pris. Mais surtout, ce que je trouvais beau, c'est qu'à un moment, Moebius, il écrit. Je suis tombée déjà sur des écrits de Moebius, indépendamment de la bande dessinée. Et je trouve qu'il a une jolie plume aussi. Enfin, je ne sais pas si tous les dessinateurs l'ont. Et donc là, pour une fois, je vais... Non. Non, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais lire ce qu'il a écrit justement sur Icare. On ignore qui a écrit nos plus belles histoires, et nous ne le saurons probablement jamais, car ce sont de vieilles histoires. Les histoires de cette époque étaient plus ouvertes et plus libres. Mais voici plusieurs siècles que les histoires ont été domestiquées, comme le furent les chats, les chiens, les vaches et les cochons. S'il existe encore des hommes qui mènent une vie sauvage, leur nombre diminue de jour en jour. Je retrouve là ce que vous dites là sur Moebius, un petit peu exalté, si je peux dire ça. Mais le plus triste peut-être, c'est qu'à chaque fois que naît une belle histoire, les hommes la taillent, la changent, en rajoutent et modifient son essence, et même pour finalement parfois l'oublier. Il y a peu de gens qui se rendent compte que les histoires disparaissent, car les histoires-là sont dans notre paysage comme les poissons dans la mer et les oiseaux dans le ciel. Or, nous savons aujourd'hui que ce que l'on croyait immuable peut disparaître, du moins pour ce qui est des oiseaux ou des poissons. Heureusement, il existe un territoire où les histoires naissent et grandissent librement. C'est le monde des rêves. C'est un territoire où l'on ne peut pas pénétrer, protégé par un mur appelé le sommeil et gardé par la mémoire. J'adore la phrase là, je la trouve magnifique. Et c'est précisément dans un de mes rêves que cette histoire Icare a vu le jour. Il a bien sûr élagué certains détails et ordonné la narration. L'histoire aurait pu être jetée ou oubliée, mais il semble qu'un dieu bienveillant la protégeait. Icare a survécu. Monsieur Jiro Taniguchi a réalisé de magnifiques dessins pour lui donner vie. J'ai ramené Icare du monde des rêves et quand je me suis réveillée, je ne l'ai pas laissé sombrer dans l'oubli. Cette histoire, je voudrais que vous la découvriez aussi. Et c'est Moebius. C'est l'histoire d'Icare, effectivement, c'est l'histoire d'un bébé qui naît et qui vole. Donc, effectivement, on lui attribue des pouvoirs. Alors là, moi, ce que j'ai bien aimé, on est quand même en train d'enregistrer l'émission le jour de la journée des droits de la femme et tout. Il y a donc une générale femme belle et lesbienne. C'est quand même assez rare d'avoir des personnages de pouvoir avec ses qualités, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc je me suis vraiment fait plaisir en le lisant, c'est agréable, sauf qu'une fois je voulais le relire, j'ai commencé comme à l'européenne, donc je comprenais rien, ça c'est mon charme, mais voilà. C'est vraiment un livre, les dessins sont beaux, l'histoire est agréable, c'est aussi la transgression telle qu'elle est décrite dans l'Icare fondateur. Il y a une belle histoire d'amour, et sincèrement, voilà, c'est le Moebius que j'ai aimé, et du coup je suis contente d'aimer Moebius parce que j'avais peur de me faire jeter. Très bien, merci Françoise pour cette découverte. Le son des bulles sur RCN.
Lors de l'entretien avec Numa Sadoul en 1985, à la question « N'as-tu pas envie de faire du cinéma ?» Moebius a répondu « M'en parle pas, je crève d'envie d'en faire, bien entendu. Mais ça me fout la trouille parce que justement, j'aime trop le cinéma. J'ai l'impression que si je devais un jour faire un film, ce serait vraiment mon cri ultime. Je n'aurais plus qu'à mourir après. » Alors Charles, Moebius et le cinéma, ça a donné quoi? Alors j'ai beau chercher dans toutes les banques de données disponibles, je n'ai trouvé aucune occurrence entre Moebius et Louis de Funès. Je ne sais pas. Alors, ça aurait pu, parce que c'était contemporain, mais ça s'est pas fait. Alors, ce que vous pouvez vérifier, en allant par vous-même visiter l'extraordinaire exposition Louis de Funès, qui se tient à Vic-sur-Seille, après Cannes, Bruxelles et Paris, jusqu'au 28 mai. Voilà. Donc... Bon, maintenant, Moebius, d'accord. Enfin, t'allais le dire quand même. Alors, si tu veux, contrairement à, mettons, Enki Bilal, qui lui était derrière la caméra, où il a fait des films, l'adaptation de la bande dessinée Les Immortels, où il était metteur en scène. Si tu veux, Jean Giraud n'a jamais été metteur en scène. Il a participé, il a collaboré à des films... plus ou moins en avant, mais il n'y a pas de production vraiment qui sont signées Jean Giraud. Attends, mais je t'en reparler. Alors, il était reconnu internationalement pour la qualité de ses illustrations dans le domaine de la science-fiction, et Jean Giraud, alias Moebius, a été contacté depuis le début des années 70 pour participer à des productions de films, surtout aux États-Unis. Alors, au début, il avait été contacté pour participer à l'élaboration de l'adaptation de Dune. Bon, il a travaillé là-dessus, mais le projet n'a pas abouti parce que, bon, faute de pognon, enfin, je sais pas quoi. Bon, donc, ça n'a pas marché. Mais un peu plus tard, en 77, il est contacté par Ridley Scott, et là, il va participer à la création graphique de Alien, le 8e passager. Et là, bon, c'est quelque chose qui sera abouti et qui va engendrer d'autres collaborations. Alors, il va travailler avec Steven Lisberger pour le film Tron. Alors là, bon, c'est un gros truc. Là, il travaille encore plus dedans. Là, il fait le storyboard. C'est lui qui a fait le storyboard. C'est la conception graphique. Et donc là, il est bien investi dans ce film-là, mais c'est pas lui qui signe le film. C'est encore pas lui. Tu vois. Et aussi, donc, il revient en France. Il va travailler sur Les Maîtres du Temps de René Laloux. Et là aussi, si tu veux, l'adaptation, c'est de René Laloux. C'est un roman qui était, je ne sais plus le titre du roman, c'est l'adaptation de roman. Mais là, il va faire la conception graphique et le storyboard. Mais ce n'est pas la direction technique du film. C'est René Laloux qui l'a fait. Ah bon, après, il repart aux États-Unis, et là, il va faire plusieurs grosses collaborations. Donc, les Maîtres de l'univers de Gary Abord, L'îlot de Ron Howard, et surtout Abyss de James Cameron, où là, il va travailler, il y a le décor des personnages, la conception graphique, les costumes, etc. Bon, alors il travaille entre les États-Unis et la France, il fait que ça. Il revient en 97, il est avec Luc Besson, et il travaille là sur le 5e élément, pareil, conception graphique, dessin du storyboard, l'univers graphique et tout, mais il ne signe pas le film. C'est pas... voilà. Alors, en 2002, justement, comme tu en parlais, donc c'est une série pour la télévision, Arzac Rhapsody, 14 épisodes pour la télévision. Donc là, c'est un peu... Bon, on retrouve les dessins de la bande dessinée, mais avec là, une ambiance musicale, et on est... c'est bien, on se balade justement dans les dunes, dans les gorges, etc. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Vous y allez, tapez YouTube, Arzac Rhapsody, puis là, on peut voir... les 14 épisodes. Les Maîtres du Temps aussi, on peut voir le film sur YouTube, et puis beaucoup de propos, parce que on a parlé... Alors, ce que c'est bien, c'est que on voit aussi qu'entre des dessins animés des années 80 maintenant, par exemple, il y a des temps qui sont laissés au silence. C'est ce qui se fait plus maintenant. On est habitué à des trucs ça t'arrête pas. Quand on a plein les oreilles, tu sors du cinéma, tu as les oreilles qui sifflent. Ah oui, alors que là, la série Arzac, là, oui, il y a des longs temps de silence, voilà. C'est paisible, c'est pas le matraquage actuel. Alors, sa dernière production, c'est un court-métrage d'animation en 3D, ça s'appelle La Planète Encore, là aussi, donc, visible sur YouTube. Sa dernière collaboration au 9e art, et il décède donc en 2012.
sans avoir jamais dirigé Louis de Funès, il aurait pu le faire pour la soupe aux choux, dans laquelle il est question quand même d'extraterrestres. L'extraterrestre. Voilà. Merci Charles. Pour ça. Arrête là. Le son des bulles sur RCN. On va revenir un petit peu en arrière et puis je vais me tourner vers David parce que tout à l'heure j'ai oublié de faire une petite intervention parce que j'ai trouvé une interview donc de Moebius où il disait que faire Silver Surfer pour lui ça avait été assez difficile. Je cite ces mots. Surfer Oui, c'est pas ça. Silver Surfer. Ah, oui, vous le savez. Non, parce que sur acier, quoi. C'était sur Moi, quand j'étais à l'école, l'anglais, c'était quatrième langue. Moi. Voilà. Alors, je vous lis ce qu'a déclaré Moebius sur Surfer d'argent. Ce n'était pas génial, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était une idée formidable, tant qu'on en discutait, mais après il a fallu s'y coller, cela a été dur. Je me suis retrouvé avec une histoire qui avait déjà son style et sa tradition, il fallait que mon propre style s'adapte, je ne pouvais pas faire de l'authentique Moebius. C'est vrai, alors, c'est super, parce qu'en fait, c'est effectivement, moi j'ai trouvé des commentaires là-dessus qui étaient assez proches de ce que tu dis. De son projet, donc Silver Surfer, en 88, la rencontre avec Stan Lee a lieu. Mais c'est la manière de travailler qui vont le questionner. Alors, lui, il dit je suis avec Stan Lee, dans 5-6 mois, je reçois les docs, quoi. Un peu à la française, tu vois. On se dit par recevoir le boulot dans 6 mois. Non, quasiment quelques jours après, il reçoit le script. Alors là, il est décontenancé, là, il commence à flipper un peu, il fait de lui. Ah ouais, ça démarre, ça y est, c'est parti, c'est pour de vrai. Et donc le lendemain, il a le scénario, il se met à sa table, et là, il voit qu'il y a une autre manière de travailler à l'américaine. C'est-à-dire que c'est la méthode Marvel. Méthode Marvel, Stan Lee, c'est quoi? Il écrit une histoire, il l'envoie au dessinateur, en fait, une sorte de plan détaillé, mais pas comme à la franco-belge. On n'a pas un truc bien ficelé, décelé. Il n'y a même pas les textes. Les textes, il va devoir attendre, laisser la place pour que Stan Lee puisse s'exprimer et faire parler les personnages. Donc, c'est vraiment une façon complètement différente de travailler. Ceci dit, il va y trouver un intérêt parce que il va apprécier malgré tout un petit peu cette méthode. Il va d'ailleurs en parler à Charlier sur un album de Blueberry, lui disant on va essayer de travailler un peu comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai plus le nom de l'album en question, mais je sais qu'il a tenté de le faire. Alors, lui, ça lui permettait de développer l'histoire de manière esthétique. C'était un de ses credos. Les dialogues viennent ensuite s'enrichir et il redécouvrait, avec l'enrichissement des dialogues, ses dessins d'une autre manière, en fait. Il apprécie beaucoup ça. Alors, aux USA, on ne commence pas une BD par le visage, par exemple. Ça se fait pas. C'est une splash page où tu as de l'action tout de suite. Là t'as Moebius, il propose le visage du surfeur qui te regarde. Alors, Stanley, même les lecteurs de comics américains, ils voient ça, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un visage. C'est pas une splash page. C'est pas Spider-Man qui saute d'un immeuble et tout ça. Non, c'est tranquille. On y va poser, quoi. Ça rejoint peut-être un peu cette idée de calme. On prend son temps. On amène la chose, quoi. Donc ça commence par ça. Et ensuite, la méthode Marvel de Stan Lee, aux antipodes, bien sûr, de la BD européenne. Alors, il y a un dessinateur comme Mike Mignola qui fait Hellboy. Lui, il voit l'opportunité de faire des œuvres plus étranges, plus expérimentales, et pour faire découvrir au lectorat, on va dire américain, une façon qu'ont les artistes européens de travailler. C'est vraiment cette BD-là, c'est pas pour rien qu'elle a reçu un award, les Awards, excusez-moi, c'est le prix, c'est l'équivalent du prix Cannes pour les Emmy Awards. Non, c'est pas les Emmy Awards, c'est les Eisner Awards. C'est pas rien, comme ça montre la richesse que pouvait apporter un Moebius dans les comics américains. Alors bien sûr, il n'a pas trop. Les super-héros américains sont très très codés, en fait. On va pas pouvoir. C'est comme si tu enlevais la houppe à Tintin, quoi. C'est pas possible. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Toi, tu modifies pas les codes. Tu changes pas la coiffure de Wolverine. Tu changes pas certains codes vestimentaires de personnages. C'est impossible. Ceci dit, dans Silver Surfer, il a quand même réussi à amener sa patte. Un personnage moins musculeux pour le Silver Surfer, un personnage presque divin. Il voulait même donner une autre apparence à Galactus. Il voulait lui donner de l'énergie pure. Une espèce parce que le personnage n'appartient pas au dessinateur, il appartient à la société. C'est ça, il faut bien le comprendre. C'est une boîte, en fait, Marvel. C'est une boîte de distribution. C'est un éditeur, mais la partie des artistes, on veut bien collaborer avec eux. On les fait venir pour travailler chez eux sur leur projet.
Et donc voilà. Donc c'est vrai que ça peut être un aspect intéressant. Merci David pour ces... Donc, précise voir, Charles, ce que tu disais, à qui appartiennent les dessins. Il nous a déjà C'est chez les Américains, ça, oui, ouais. Superman, ça fait partie de la film Marvel. Tu peux avoir 12 000 dessinateurs qui vont travailler dessus. Ah, d'accord. Mais ça n'appartient pas en fait. Ça n'appartient pas. C'est pas du tout comme en Europe, où en Europe, le Tintin appartient à Hergé. D'ailleurs, Oui, d'accord, ok. ils l'ont hyper protégé. Tu collabores. C'est carrément l'opposé, quoi. Ouais. Merci. Noémie, Merci à tous. est-ce que tu reviens le mois prochain avec nous? Avec plaisir. Bon. Et tu nous prépares une rubrique? Si vous voulez, Tu pourquoi fais pas. toutes les Formidable. Merci Charles, merci David, merci Françoise, merci Jean-Jacques. Anne-Marie. Merci Jean-Jacques Alors, d'être on est venu avec donc nous. à la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Et tu reviendras. Même si je ne viens plus régulièrement, quand les amis m'appellent, c'est toujours avec grand plaisir que je viendrai. Et Voilà, merci à donc vous Jean-Luc pouvez... Sondier, stagiaire aussi. Vous pourrez écouter cette émission en replay. Vous pourrez regarder, écouter des extraits sur Facebook, le son des bulles. Et voilà, au mois prochain. Ciao. 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 RCN, www.rcn-radio.org